Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Alors ce week-end, vous étiez nombreux à vous concentrer sur les exploits de Metz Handball en Hongrie, je dois l'avouer moi aussi, mais le sport mosellan ne s'est pas arrêté pour autant, je vous en dis plus dans le sommaire. D'émission, nous ferons un tour d'horizon du sport mosellan, notamment les canonniers qui décrochent une deuxième place miraculeuse, mais aussi les médailles glanées par Benjamin Schocker aux mondiaux de duathlon à Ibiza. Ensuite, nous irons du côté de la place de la République à Metz avec une belle édition de la Messine et une marée rose qui s'est étendue dans les rues de la ville. Et enfin, nous irons du côté de la Ice Arena pour l'événement de patinage artistique qui a réuni l'équipe de France de patinage et notamment les champions olympiques Papadakis et Cizeron, ce qui a fait plaisir aux petits comme aux grands. Vous êtes prêts ? On va remonter les chaussettes et c'est parti pour notre sport du week-end. Alors, ils me rejoignent sur le plateau. Arnaud Desmerlet qui est plutôt en jambes, qui m'a l'air plutôt en forme pour décrypter l'actualité sportive. Comment ça va Arnaud ? Ça va très bien, bonsoir Mathieu, bonsoir Valentin. Salut. Et aujourd'hui, j'ai le grand luxe d'avoir un duo de chroniqueurs pour décrypter tout cela. J'ai également Valentin Lachaud du média Let's Go Metz. Comment ça va Valentin ? Ça va et toi Mathieu ? Bonjour à tous. Voilà, moi ça va toujours très bien quand on a des bonnes actualités à décrypter. Et on va commencer par un petit peu l'actualité générale du sport en Moselle. Il y a pas mal de petites choses à débriefer, notamment concernant le rugby avec Morgan Parra qui avait annoncé sa retraite, enfin presque annoncé sa retraite, il était revenu en arrière, c'était plus vraiment d'actualité, puis finalement, ça y est, cette fois-ci c'est pour de bon, il a confirmé. Valentin, qu'est-ce que tu en penses de ça la retraite de Morgan Parra, en fan de l'ASM. Bah ça y est, il a enfin annoncé sa retraite. Bon, c'était un peu un secret de polichinelle puisque ça avait vraiment fuité. Il avait dit qu'il allait la prendre, puis finalement il était revenu dessus. On savait pas vraiment ce qu'il allait faire la saison prochaine, s'il allait ou pas jouer en tant que joker médical pendant la Coupe du Monde. Ça y est, maintenant c'est fait. Il va pouvoir se tourner vers son passé, mais aussi son futur, puisqu'il a signé un contrat, paraît-il, de 3 ans avec le Stade Français pour être coach. Personnellement, j'aurais préféré qu'il reste à Clermont, qu'il termine en bonne et due forme sa carrière pour prendre l'hommage qu'on devait lui faire. Finalement, ce ne sera pas le cas. Peut-être qu'il reviendra un jour. En attendant, ce sera 3 ans au Stade Français et c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il a un petit peu privilégié sa reconversion plutôt que de rester à Clermont où il a fait le plus gros de sa carrière, où il a gagné ses titres. Il a préféré aller au Stade Français avec cette option de reconversion. Ça se concrétise finalement avec ce contrat où il sera entraîneur adjoint. Arnaud, il s'était bien gardé de nous le confirmer, cette retraite. On l'a vu il y a quelques semaines, notamment du côté du RC Metz. Il ne nous avait rien dit. Oui, effectivement, il n'avait rien dit, mais on sent et on sentait surtout dans ses propos qu'il était déjà pas loin de raccrocher. Alors moi, j'ai lu avec attention son interview qu'il a accordée au journal L'Équipe ce mardi. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il ne voulait pas faire la saison de trop. Et je pense que c'est important de savoir tirer sa révérence quand on est encore au top. Combien de sportifs, justement, attendent d'être vraiment blessés ou d'être un petit peu sous la pente descendante avant de dire stop. Lui, il le dit alors qu'il est encore plutôt efficace sur le terrain, même si là, il est blessé. Moi, ce que je retiens, effectivement, comme l'a dit Valentin dans une précédente émission, c'est vraiment ce qu'il a permis avec les Jaunards de Clermont pendant toutes ces années, tous ces trophées remportés. Il y a des finales perdues, mais je pense qu'il fait partie à tout jamais de la grande histoire de Clermont. On va continuer, je pense, de le voir en Moselle assez fréquemment puisqu'il est coprésident du RC Metz, ce qui lui donne une belle opportunité de revenir dans son club formateur et ça, c'est pas rien. Oui, et puis effectivement, il est à la Paris. On sait qu'aujourd'hui, entre Paris et Metz, il y a 1h30 de train. Donc ça, c'est vraiment, je pense, bénéfique pour le club du RC Metz qui va être en pleine reconstruction durant cette intersaison. On sent vraiment que ce club a besoin, même si aujourd'hui, il y a Hubert Barth. Hubert Barth, il a besoin de l'expertise de Morgan Parra. Morgan
Morgan Parra, il a envie, on le sent aussi, de s'investir, toujours à distance. Mais comme je disais, 90 minutes de Paris, c'est quasiment la porte à côté. Je pense que pour diriger un club, c'est plus facile d'être à Paris que d'être à Budapest, par exemple. Par exemple, au hasard. Je vous propose de passer au basket à présent, puisque les Canonniers eh bien, nous sortent une deuxième place en National 2, un petit peu de leur chapeau. On commençait à plus trop y croire. Et puis là, ils ont fait une belle prestation face à Holzheim. Une victoire de 5 points à l'extérieur. C'est pas rien, Valentin. C'est ça, en l'absence de Gary Florimont, ils nous ont sorti un match aux deux physionomies. Une physionomie où ils rentrent à la mi-temps avec un avantage de 14 points, où ça se passait très bien. Puis une deuxième mi-temps où finalement c'est le Vogesia Holzheim qui gagne les deux derniers quart-temps. Ils auraient pu se faire rattraper, mais non seulement ils ont été très bons, Romain Dardenne nous sort un match à 20 points, il remplace très bien Gary Florimont. La même chose pour Vincent Pourchaud qui nous sort un match à 16 points. Donc voilà, c'est très très bien. En plus de ça, Holzheim a eu un blessé, malgré les 27 points de son joueur phare, Denis Onaembo. Il y a eu un peu de chance aussi pour les Canonniers, mais finalement ça se passe bien et je pense qu'ils font une très très bonne opération au classement. Ouais, quoi qu'il en soit, c'était vraiment pas le match à louper puisque c'était un véritable candidat aussi au play-off et à la montée. Le classement reste relativement serré, je propose qu'on y jette un œil, mais en tout cas les Canonniers sont à la deuxième place, ils sont là d'un petit point en avance et il reste 2 matchs à jouer. Arnaud, comment est-ce que tu vois la fin de saison? Moi personnellement, je commençais à douter vraiment. Là, ça relance un petit peu les jeux. Oui, effectivement, moi je m'attendais pas à cette victoire du côté d'Holzheim. Effectivement, je l'ai dit dans le JT Moselle Info ce lundi, c'est pas Gary Florimont, mais il y a une domination avec Vincent Dardenne et Vincent Pourchaud. Romain Dardenne et Vincent Romain Dardenne, j'ai fait la confusion. L'inverse, mais en tout cas dans la peinture, dans la raquette, il y a une grosse domination des Canonniers, ce qui a vraiment fait la différence sur ce match. C'était peut-être le match bascule finalement pour cette équipe des Canonniers qui est devant grâce au fameux point de bonus lors de cette Coupe de France, cette épopée jusqu'en quart de finale. Ce point-là, il est important puisqu'il permet d'être devant pas mal d'équipes, puisqu'on l'a vu sur le classement. Il y a Holzheim, il y a Récy et justement, Récy est le prochain adversaire des Canonniers ce samedi 6 mai à partir de 20h au complexe Saint-Symphorien. Ça sera le match déterminant puisqu'en cas de victoire, il y aurait 99% de chances pour les Canonniers d'aller au play-off puisque les deux premiers disputent ces play-offs. Il y a le goal average particulier sur cette équipe d'Holzheim, me semble-t-il. Contre Récy, pareil. Donc finalement, ça vient de presque nulle part. Mais justement, c'est presque quand on n'attend pas une équipe qu'elle est peut-être la plus solide, la plus difficile à battre. Donc on y croit finalement et on espère effectivement que cette équipe, maintenant, après avoir réussi ce tour de passe-passe à Holzheim, ne va pas nous décevoir à domicile face à Récy. Donc samedi, il faut tous être au complexe Saint-Symphorien. Le lendemain, il faudra être aux arènes, mais ce samedi soir, ça sera the place to be. En tout cas, oui, c'est certain que le complexe Saint-Symphorien va vibrer avec les Canonniers. Je vous propose maintenant de passer un peu de handisport. Il y a le coureur Michel Munch qui continue de nous surprendre, de nous bluffer, puisqu'il vient de battre un nouveau record de France avec son guide Mathieu Leroux. C'est assez impressionnant, Arnaud. Oui, effectivement. Alors, il a fait parler la poudre au meeting de Talange sur sa discipline de prédilection, qui est le 5000 mètres en catégorie handisport non-voyant. Il a terminé la distance en 16 minutes 44, battant son propre record de France. Surtout, il le reconnaît lui-même, il n'y avait pas beaucoup d'adversité. L'adversité est laissée à 2 minutes 46. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Il s'attend à davantage d'adversité dans les courses qui arrivent. Surtout, il attend avec impatience le 28 mai prochain, puisqu'il saura à ce moment-là et ce jour-là s'il participera au championnat du monde au Stade de France du 8 au 18 juillet. Ce sera la répétition générale avant les Jeux Olympiques. Et forcément, il a envie d'y participer et avec un tel chrono, en tout cas, on y croit dur comme fer. Et puis on a revu des images du meeting qui avait eu lieu à l'Anneau de Metz où il était sorti un petit peu déçu, il était malade, c'est définitivement derrière lui puisque là il enchaîne les records et c'est tant mieux pour le coureur. On va rester un petit peu dans la course, on va s'intéresser à Benjamin Choquer qui participait aux mondiaux de duathlon à Ibiza et il revient avec de belles breloques puisqu'il visait l'or en individuel, il repart avec l'argent. Mais moi j'ai envie de m'attarder aussi sur ce qu'il est allé chercher en duo avec sa partenaire Marion Le Goff. Il est allé chercher l'argent une nouvelle fois. Ça commence à faire de beaux trophées, Valentin. C'est ça, certains vont à Ibiza pour faire la fête. Lui avait décidé d'y aller pour glaner une médaille. Il est revenu même avec 2 médailles d'argent.
En simple, derrière Mario Mola qui revenait de blessure, aussi d'un congé paternité. Donc lui vraiment cherchait avant tout à se faire des points pour pouvoir aller au triathlon aux Jeux Olympiques. Benjamin Choquer, lui, il fait deuxième. Aussi devant le champion du monde, son compatriote Krylan Lebihan, si j'écorche pas son nom. Voilà, c'est très bien, mais il lui a manqué un petit peu un manque d'entraînement, et cet entraînement-là, il a justement pu l'avoir en double avec Marion Le Goff. Il ramène la médaille d'argent pour la France, derrière l'Italie qui était à 41 secondes. Derrière, c'était un peu plus tendu avec les Belges qui étaient vraiment pas loin derrière. Finalement, ils réussissent ça, c'est la 4e médaille d'argent de sa carrière, ce qui est très bien. Et puis surtout, en Espagne, il prend le plein de soleil, mais aussi le plein de confiance. Et ça, c'est très important en vue d'une préparation pour ce grand événement qui est les JO. Et ça fait du bien aussi à Metz Triathlon, c'est aussi pour ça qu'on parle de cette médaille en double, puisque ça nous montre que le club messin est en train de se porter au meilleur, et ça présage de belles choses pour le meeting de triathlon qui aura lieu à Metz dans les prochains mois, et ça fait toujours du bien de voir un club qui est en pleine forme. Je vous propose qu'on passe tout de suite sans transition à notre sujet suivant. Ce week-end avait lieu la Messine, une belle vague rose s'est étendue dans les rues de Metz, c'est notre focus de la semaine. Alors c'est un événement qui reste toujours aussi marquant, la Messine, on a pris l'habitude, voilà, c'est noté dans le calendrier de beaucoup de monde. On a vu une belle marée rose dans les rues de Metz, plus de 8000 marcheuses, coureuses, parfois d'entreprises qui étaient présentes, et c'est une nouvelle réussite. On va voir tout de suite les réactions, puisque ce sont elles qui en parlent le mieux, ce sont les participantes. C'était super, ça a été une super ambiance, il y avait de la musique dans les rues pour nous ambiancer, et puis ensuite on est parti aussi avec un esprit très serein et de bonne ambiance et pour la bonne cause. C'est génial, c'est super, tout en rose et tout va bien. Un parcours différent avec des montées, des descentes, et ce qui permet de visiter également un petit peu la ville de Metz et pour la bonne cause. Il y a des danses, il y a des... c'est bien, on nous encourage, il y a des bénévoles qui nous encouragent, c'est bien. Super, c'était la première fois qu'on la faisait. Et puis c'était une bonne ambiance dans tous les chemins de rue. Non, super, à refaire. Alors on l'a entendu, il y a toujours de nouvelles participantes, mais au final, 8000 personnes qui étaient dans les rues, c'est moins qu'à la grande époque. On a flirté avec les 15 000, il fut un temps, mais pourtant, les dons sont au beau fixe, ça continue d'affluer en faveur de la Ligue contre le cancer du sein. C'est pas si mal finalement de revenir à un événement à taille humaine, mais avec beaucoup de dons. C'est ça, comme on l'entendait dans cette émission il y a 2 semaines avec Élise Buot, le fait de se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus caritatif, ça permet déjà d'avoir une ambiance un peu plus sympa le jour de l'événement, mais aussi de donner beaucoup plus d'argent à la Ligue contre le cancer. Au final, on voit que tout le monde prend beaucoup plus de plaisir dans les rues de la ville, ça profite, ça voit les super monuments du centre-ville. Et voilà, et finalement, il y a la même quantité de dons puisque l'organisation se fait différemment. Et c'est super de voir autant de monde se mobiliser comme ça pour la bonne cause. Et je suis sûr que dans les années à venir, ça saura perdurer justement parce que maintenant, l'événement est vraiment ancré à Metz comme quelque chose, un rendez-vous qu'on prend chaque année. Et ça, je pense que c'est super. On l'a vu, hein, c'est une 10e édition. Généralement, quand un événement passe le cap de la dizaine, c'est plutôt bien parti pour être un événement qui reste dans le temps. C'est plutôt pas mal, Arnaud. Oui, effectivement, comme l'a dit Valentin, aujourd'hui c'est un rendez-vous immuable. Le dernier dimanche d'avril, la marée rose déferle sur les rues de Metz. On pensait à une certaine époque que la Messine ne survivrait pas au départ d'Hélène Comazzetto, qui a été à l'origine vraiment de cette manifestation. Force est de reconnaître que cette manifestation est toujours là, bien là, effectivement, au bout de 10 ans. Aujourd'hui bien soutenue par A2M et son président François Battle. Moi, ce que je regrette un tout petit peu, c'est qu'effectivement, en termes de chiffres, même si on est revenu à taille humaine, cet événement, au tout début, c'était vraiment, même si ça reste immuable, on avait 15 000 personnes, là on voit bien 9 002, c'est quand même un tiers de moins, donc on sent peut-être qu'il y a un petit peu moins d'enthousiasme autour, donc c'est ce qui me dérange un tout petit peu, même s'il y a un plat de choses autour. Il y a effectivement la manifestation, il y a eu la préparation avec notre confrère de Direct FM qui a orchestré ça de main de maître. Il y a aussi la Baby Messine avec les plus jeunes, donc ça rappelle aussi un petit peu le marathon, mais je pense que voilà, il faut peut-être retrouver un nouveau souffle avec de nouvelles idées pour peut-être retrouver des spectateurs, enfin des participants qui lorgnent autour des 15 000. Oui, et puis
En même temps, il y a besoin, au bout d'un moment, au bout d'une dizaine d'éditions, de trouver un nouveau souffle. Tu le dis, on en a parlé avec Élise Buot il y a quelques semaines, il y a aussi une recherche de bénévoles, une recherche de personnes qui veulent s'investir, parce que là aussi, 10 ans, c'est peut-être un petit peu long pour certains, et on peut qu'inciter les personnes qui nous regardent à venir donner un coup de main à la Messine, parce que c'est un événement qui en vaut la peine et qui rapporte beaucoup d'argent à une cause qui est très importante. On pourra continuer de le rappeler. Et puis, oui, on l'a vu, il y avait un beau village associatif aussi, Place de la République. La sensibilisation, ça fait vraiment partie des choses à entretenir du côté de la Messine. Je vous propose de passer à notre sujet suivant. On va aller quitter le soleil qu'il y avait Place de la République. Et oui, la Messine était sous le soleil cette année, rappelons-le, pour aller vers le froid de la Ice Arena avec un événement autour du patinage artistique. Alors chaque semaine, on vous parle du fait que la Moselle est une terre de jeu, accueille des événements particuliers autour des Jeux Olympiques. Et bien cette fois-ci, c'est plutôt du côté des JO d'hiver qu'on a lorgné, avec la venue des champions olympiques Papadakis et Cizeron notamment, puisqu'il y avait aussi une partie de l'équipe de France à la Ice Arena vendredi. Lucie Philippot y était pour nous faire découvrir de quoi il s'agissait. Solo ou en duo, les stars du patinage artistique ont enchaîné les figures à l'Ice Arena de Metz. Durant 2 heures de show, novices et champions ont partagé la passion de la glace. Parmi eux, Maya Mazara, elle a 19 ans, c'est la plus jeune de l'équipe et déjà bien médaillée. Le Tour de France, c'est le moment pour elle de se faire plaisir. Je suis ravie de cette expérience, il y a plein de choses à apprendre, que ce soit avec des autres ou même du public, et même réussir à faire les sauts sans échauffement dans des patinoires différentes, avec une glace différente, avec les éclairages, tout ça. Donc on n'a pas du tout de repères en fait, et puis donc c'est une expérience supplémentaire. Le couple phare Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis ont aussi enflammé la piste de glace. Le duo, champion olympique, a pu retrouver le public messin. C'était un super public ce soir, très engagé, très bruyant, ça faisait plaisir. On a passé un très bon moment ce soir à Metz. Ça faisait quelques années qu'on n'était pas venus et ça fait vraiment chaud au cœur. L'équipe de France de patinage a fait gradin comble. Elle a réussi à réunir un public de passionnés, mais aussi de curieux. Ça m'a toujours plu de voir ça dans les films, du coup j'ai toujours voulu voir ça en vrai avec mes sœurs. Ça fait des années qu'on suit ce gars-là. Oh mon Dieu, non, c'est toujours enchanteur. La tournée, c'est au total 11 villes. C'est une chance pour la ville de Metz de voir passer des champions de la glisse. Notre rôle d'exploitant de patinoire, c'est d'être des facilitateurs de la pratique sportive et là de susciter des vocations, et je pense qu'en voyant de tels talents, je pense que ça peut donner envie à plein d'enfants de patiner. La tournée a pris fin ce dimanche. Elle a permis de réunir près de 115 000 amateurs du sport de glace. Alors c'est pas tous les jours qu'on voit la Ice Arena remplie comme ça fait plaisir à voir, de voir que ces champions attirent autant de monde. Arnaud, je sais que tu es un virtuose sur la glace, tu as un équilibre incroyable, mais là, magnifique. On est sur un niveau quand même un petit peu supérieur au tien, je crois. Oui, largement. C'est vrai qu'on avait quand même la chance, pour ceux qui étaient dans les tribunes, de voir quand même Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. C'est quand même les derniers champions olympiques de danse. C'était à Pékin en 2022. Ils sont également quintuple champion du monde, donc c'est pas n'importe qui, c'est vraiment la référence dans leur domaine. Il y avait, comme tu l'as dit, l'équipe de France. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé le patinage parce qu'on a des images exceptionnelles avec des costumes tout simplement à couper le souffle, des superbes également musiques. Je me rappelle très bien dans les années 90, je suis plus vieux, excusez-moi, de Surya Benali et Philippe Candeloro. Ils ont enflammé les foules, ils ont permis finalement au patinage de sortir un petit peu de là où ils étaient, c'est-à-dire de pas grand-chose. Il y a eu des affaires également qui n'ont pas été forcément très belles avec la fédération, mais on sent quand même que ce sport a du potentiel, et faire cette tournée, ça permet également de créer des vocations. On a vu dans le reportage, il y avait des personnes d'un certain âge, il y avait des personnes un peu plus jeunes, donc c'est avec ce type d'événement qu'on peut permettre effectivement à des gens de se reconnaître et de tenter de faire du patinage aussi
artistique. Alors pour les plus jeunes, pas pour les plus âgés. Qui sait, on aura peut-être des champions dans les prochaines années qui vont venir de Metz après avoir vu ce spectacle. Alors c'est un petit peu particulier dans le patinage, c'est-à-dire qu'on peut un peu mettre de côté la compétition, se consacrer à des spectacles comme ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, Valentin ? Avant tout, le patinage artistique, c'est surtout de la danse, donc il y a une dimension vraiment plaisir. Je lisais Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui disaient pour le Républicain Lorrain justement que avant tous ces entraînements, avant tout ça, il y a ce genre de tournée où voilà, on prend du plaisir, on vient faire entre guillemets un peu la promotion de la discipline devant tout le monde. Donc déjà c'est un grand événement, ils sont partis le 20 avril de Montpellier, ils sont arrivés le 30 à Belfort, ça fait 10 jours, 4000 km, c'est quand même... Ça fait du temps sur la route. Un sacré trajet, ils passent beaucoup de temps dans le bus et tout, mais aujourd'hui, toujours est-il que cette tournée, c'est une tradition, elle est instituée. Je pense qu'elle reviendra certainement à Metz dans les prochaines années. Metz a quand même eu la chance de voir des médailles olympiques. Ils en ont 2, une d'argent, une d'or. Il y avait aussi Brian Joubert. Donc voilà, puis au-delà de ça, il y a surtout la dimension économique. Ça va ramener de l'argent pour les clubs. Je crois qu'il y avait des packs 4 places à 99 €. Donc voilà, l'équipe de France en récupère bien évidemment une partie. C'est normal, il faut financer tout ça. Mais les clubs, on l'entendait dans le reportage, il y a vraiment ce besoin. Et cette tournée vient apporter ce complément d'argent qui manque au club et qui va certainement, je ne sais pas, peut-être leur permettre d'améliorer des infrastructures, d'améliorer les gradins, tout ça. Et on le sait, ça fait partie des équipements les plus compliqués à entretenir. Finalement, une patinoire, ça coûte extrêmement cher. Et sans multiplier ces fameux événements, eh bien, c'est très difficile à tenir juste avec une saison normale. Donc effectivement, c'est un événement important de ce côté-là. Arnaud, tu évoquais leur palmarès qui est plutôt bien fourni. Là, ils ont choisi de se mettre en retrait et ils ont été questionnés par des confrères sur un retour à la compétition, peut-être pour les JO de 2026. Pour l'instant, ils ne savent pas trop de quoi il en ressortira. Est-ce que tu penses que ce serait une sortie honorable pour eux ou est-ce qu'on les attend vraiment pour 2026 ? Alors c'est fréquent, effectivement, que des patineurs, après avoir touché le Saint Graal, c'est-à-dire l'or olympique, passent professionnels pour faire comme ce genre de compétition, c'est-à-dire vraiment des galas où ils se font plaisir avant tout pendant quelques années et puis finalement la compétition, la vraie, ça leur manque et ils reviennent généralement un an avant la grande échéance qui est les Jeux Olympiques, donc ça sera en 2026. Je pense très honnêtement que c'est très bien, on parlait tout à l'heure de sortir au bon moment pour Morgane Parra, ils ont le titre olympique. Je pense qu'il ne faut pas forcément qu'ils reviennent. On sait qu'en patinage, justement, une Olympiade, c'est très long. Les juges, pendant cette période-là, ils font, surtout en fonction des championnats du monde et des championnats d'Europe, c'est difficile de bousculer la hiérarchie. Donc, même s'ils arriveraient avec ce titre de champion olympique en titre, je pense pour eux, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le titre olympique, 5 titres de champion du monde, c'est très bien. Laissons-les profiter et qu'ils reviennent le plus souvent possible plutôt à l'Ice Arena pour nous faire vibrer. Allez, on ira la prochaine fois, promis, je sens que ça t'a mis des étoiles dans les yeux. Évidemment. Allez, moi j'ai un autre défi à vous proposer, messieurs, pour terminer. Ça se situe plutôt dans la catégorie du vélo, puisque nous sommes au mois de mai et il y a l'événement Mai à vélo qui a démarré, et la voie bleue qui s'étend entre Lyon et Luxembourg en passant par Metz, Thionville ou encore Yutz y participe. L'objectif c'est de cumuler 1000 km ensemble à 2 roues avec l'application GeoVélo. Tout le monde peut s'inscrire, c'est très simple et l'idée c'est de cumuler de manière assez ludique et de reprendre l'activité sportive sur ces voies qui sont assez remarquables. Ce serait l'occasion de se remettre plutôt en jambes. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud ? Mais pourquoi pas, si on le fait ensemble, c'est bien que j'irai au bout du monde avec toi, Mathieu. On va aller prendre un tandem si tu veux. Valentin, plutôt chaud à nous suivre ou Bah ouais, moi je t'avoue que j'avais plutôt dans l'idée de faire la Loire à vélo, mais je peux faire une exception avec vous. Une petite balade au bord de la Moselle, ça peut être sympa. Ah, c'est romantique, ça donne envie. Écoutez, messieurs, dames, si vous voulez nous rejoindre, c'est parti, on va chausser les vélos. Ça va être assez formidable. En tout cas, pour le moment, avant d'aller chercher nos vélos, c'est la fin de l'émission. Merci Arnaud, merci Valentin. Valentin, on te lit sur letsgomez.com toujours. Merci aux équipes techniques et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, transpirez bien sur un vélo ou autre chose. À bientôt. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.